Introduction à lire au début du chapitre 1. Et si l'amour n'était pas ce qu'on croyait? Et si le désir naissait dans les silences, dans les gestes qu'on ne fait pas? Cette histoire n'est pas un conte de fées, c'est une tension, une obsession, une femme, un homme, une frontière invisible qu'on franchit sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Installez-vous confortablement, laissez-vous emporter. Voici une histoire où rien n'est dit. Et pourtant, tout est ressenti. Partie 1. Le parfum des noms d'ici, il y a des silences qui brûlent plus fort que les cris. Dame regard qui dure une seconde, mais qui hante des années. Dame geste retenu, presque rien. Et pourtant, tout commence. Là, je m'appelle Élise. J'ai 32 ans. Et avant lui, je croyais comprendre le monde. Ce n'est pas une confession. Ce n'est pas non plus une histoire d'amour pas au sens ordinaire. C'est une fissure. Une faille lente, progressive. Un effondrement contrôlé dans lequel je me suis laissé glisser. Et si je vous raconte tout cela aujourd'hui, ce n'est pas pour être comprise. C'est pour ne pas l'oublier. Tout a commencé un lundi. Le genre de journée qu'on traverse sans y penser, jusqu'à ce qu'un détail la rende inoubliable. J'étais dans l'ascenseur du cabinet d'architecte où je travaille, au 8e étage d'un immeuble haussmannien du centre de Lyon. Il pleuvait, la lumière était grise et l'air portait cette odeur métallique d'humidité mêlée à la poussière. Et puis il est entré. Je ne connaissais même pas son nom. Il portait un manteau noir, simple, impeccable. Il ne m'a pas regardé, pas directement. Mais il y avait ce quelque chose, un frisson diffus qui a parcouru mon dos, une chaleur discrète derrière le cou. Sa présence ne s'imposait pas, elle glissait, lentement, comme un souffle derrière une nuque. Nous avons monté 8 étages ensemble, et je n'ai pas bougé. Il est sorti avant moi, sans se retourner. Je l'ai vu longer le couloir opposé, s'arrêter devant le bureau vide que la direction préparait pour le nouveau consultant. On nous en avait vaguement parlé en réunion. Et j'ai su, instinctivement, que ce n'était pas un hasard. Il s'appelait Marc Vidal, 38 ans, un passé en architecture industrielle, plusieurs années à Barcelone, une réputation de spécialiste discret pour les projets sensibles. Il était là pour quelques mois seulement, sur un dossier complexe de réhabilitation patrimoniale. Il n'était pas fait pour rester. La première fois qu'on a échangé quelques mots, c'était autour de la machine à café. Classique, trop classique. Et pourtant, sa voix avait cette lenteur posée, une manière de suspendre les syllabes, comme s'il goûtait le silence entre chaque phrase. Il ne cherchait pas à plaire, il observait, il analysait. Je ne me suis pas méfiée, pas tout de suite, mais très vite, j'ai commencé à le remarquer partout. Sa silhouette dans le reflet des vitrines, le bruit feutré de ses pas derrière moi, la manière dont il semblait toujours surgir là où je ne m'attendais pas. Il ne me parlait presque pas, mais il me regardait, et j'ai compris que c'était réciproque. Ce n'était pas un jeu, pas encore, c'était plus subtil que cela. Un terrain mouvant, fait de gestes contenus, de regards échappés, de silences insistants. Et plus les jours passaient, plus j'attendais ces instants volés, comme une drogue douce. Je devenais attentive à ses absences, aux heures où il ne croisait pas mon regard. Le manque s'installait, avant même que quoi que ce soit n'ait commencé. Un soir, il est resté tard au bureau. Moi aussi. Il pleuvait encore, le bâtiment était vide. J'ai entendu ses pas dans le couloir. Il s'est arrêté derrière moi. Pas un mot. J'ai senti son regard dans ma nuque, comme un effleurement. Et puis il est reparti. Le lendemain, j'ai changé de parfum. Une fragrance plus boisée, plus dense. Juste pour voir s'il le remarquerait. Il n'a rien dit, mais il s'est rapproché. Le plus troublant, ce n'était pas ce qui se passait entre nous. C'était ce que ça réveillait en moi. Une part enfouie, un besoin de me sentir vue, désirée, traversée. J'étais fiancée. Une vie stable, un appartement, un mariage prévu dans 8 mois. Et pourtant, rien de tout cela ne semblait réel quand il me regardait. Il y a eu ce moment dans l'ascenseur, encore. Nous étions seuls, trop proches. Il m'a dit une phrase banale, mais ses yeux disaient autre chose. Une promesse, trouble, une question non posée. Je n'ai pas répondu, mais mon souffle s'est bloqué, et il l'a su. Partie 2, les distances dangereuses. Il y a des connexions qu'on ne choisit pas. Elles s'imposent comme une pulsation étrangère dans notre propre peau.
Avec Marc, ce n'était pas une attirance, c'était un glissement. Comme si, depuis le début, tout en moi était déjà orienté vers lui, sans que je le sache. Nous n'avons jamais flirté, pas ouvertement, et c'est ce qui rendait chaque interaction plus intense, presque insupportable. Les réunions étaient devenues un théâtre silencieux. Il s'asseyait rarement à côté de moi, mais toujours dans mon champ de vision. Il ne me fixait jamais longtemps, mais chaque fois que je levais les yeux, il semblait déjà avoir détourné les siens. Et pourtant, je savais qu'il m'avait observé avant. Juste assez pour être vu, jamais assez pour être accusé. Le danger n'était pas dans ce qu'il faisait, c'était dans ce qu'il ne faisait pas. Une semaine s'est écoulée, peut-être deux. J'ai commencé à anticiper ses mouvements, à ajuster mon emploi du temps pour croiser le sien. Je me surprenais à ralentir le pas dans le couloir, à rester plus longtemps à la photocopieuse, à déjeuner seul. Au même endroit, sachant qu'il passerait par là. Mais je n'étais pas seule dans ma vie. Julien, mon fiancé, ne voyait rien, ou ne voulait rien voir. Il parlait déjà de notre futur, de la maison à la campagne, des enfants, des choses concrètes, rassurantes, auxquelles je m'accrochais depuis des années. Pourtant, chaque fois qu'il m'effleurait la main, je ne sentais plus rien. Rien qu'un léger tiraillement, une absence, le souvenir de quelque chose que je n'avais pas encore vécu. Et Marc, lui, continuait à exister dans l'ombre. Il n'envahissait pas mon espace, il l'attirait. Un matin, j'ai trouvé sur mon bureau un document qu'il avait annoté. Rien de personnel, une simple correction technique. Mais son écriture, fine, droite, presque froide, m'a troublé. J'ai frôlé le papier du bout des doigts comme si je pouvais capter un reste de sa présence. C'était dérisoire, ridicule. Et pourtant, ce soir-là, je suis restée seule encore une fois. La pluie semblait désormais suivre chaque instant partagé, comme une métaphore trop insistante. Je travaillais sur un plan de répartition quand j'ai entendu la porte du fond claquer doucement. Marc, il est passé derrière moi, lentement. Il s'est arrêté à quelques pas. J'ai senti sa chaleur, son souffle peut-être. Il a posé un dossier sur la table à côté, sans rien dire. J'ai osé tourner la tête. Il m'a regardé, pas un mot, juste ce regard calme, grave, dense. Il n'y avait pas de sourire, pas de séduction facile, seulement une vérité nue, il savait. Et moi aussi. Puis il est parti. Ce soir-là, j'ai rêvé de lui, mais pas d'un rêve charnel ou confus. Non, il était là, dans mon appartement, comme s'il avait toujours été là. Il ne disait rien, il me regardait vivre. Et je me sentais plus moi-même sous ses yeux que je ne l'avais jamais été. Au réveil, j'ai ressenti un manque violent, une faim, une brûlure douce. Je me suis levée tôt. Je voulais arriver avant lui. Je ne savais même pas pourquoi. Peut-être pour reprendre le contrôle. Peut-être pour le perdre complètement. Quand il est arrivé, j'étais déjà là, feignant de lire un dossier. Il a posé ses affaires. Et pour la première fois, il m'a adressé un vrai sourire. Léger, subtil, mais assez pour briser l'équilibre que je m'efforçais de garder. Je me suis levée pour aller à la cuisine. Il m'a suivi quelques secondes plus tard. Nous étions seuls. Je préparais un café, dos tourné. Et puis, sa voix, derrière moi, vous avez changé quelque chose. Je me suis figée. Votre parfum. Il est plus profond. Mon cœur battait plus fort que le silence. Il ne s'agissait plus d'un jeu. C'était une permission. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement hoché la tête. Il s'est approché lentement, jusqu'à se tenir presque contre moi. Il n'a rien fait, rien dit de plus. Mais cette proximité, cette tension, c'était pire que 1000 gestes. Il a repris sa tasse, m'a frôlé le bras, et est parti sans se retourner. Ce soir-là, j'ai enlevé ma bague de fiançailles. Avant de dormir, je l'ai posée sur la table de chevet. Elle semblait étrangère, comme un objet d'une autre vie. Partie 3, l'inconfort délicieux s'il y a un moment où l'on cesse de résister, pas parce qu'on a cédé, mais parce que résister devient plus douloureux que céder. C'est à ce moment-là que j'ai compris que quelque chose s'était déplacé en moi. Ce n'était plus de la curiosité, ni un frisson passager. C'était une sorte de besoin violent, abstrait, irrationnel. Pas un besoin de Marc, mais un besoin de ce que je devenais près de lui. Le lundi suivant, nous avons été affectés au même projet.
Une co-supervision temporaire sur un chantier de réaménagement d'un ancien hôtel particulier. Le genre de lieu chargé d'histoire, de coins d'ombre, de couloirs profonds. Ironique. La première visite de site a eu lieu par une matinée froide, à l'aube. Il faisait encore nuit quand nous avons rejoint la voiture de service. Le chauffeur était en retard. Nous étions seuls dans la cour, sous la brume. Il s'est approché, juste assez près pour que je sente son parfum discret, sec, boisé. Il n'a rien dit tout de suite. Moi non plus. Puis, vous n'avez pas dormi. Ce n'était pas une question, c'était une observation. J'ai hoché la tête. Vous non plus, ai-je murmuré. Il a souri. Pas vraiment un sourire, plutôt un pli dans le coin des lèvres. Une confirmation muette. Le trajet s'est fait dans un silence tendu. Chaque bruit de moteur, chaque virage était comme une respiration partagée, silencieuse. Il regardait par la vitre. Moi, je le regardais regarder ailleurs. Le bâtiment était magnifique. En ruine, mais magnifique. Du bois ancien, des murs en pierre froide, des vitraux ternis. Il m'a suivi dans l'escalier étroit qui montait. Aux étages supérieurs, nos pas résonnaient sur les marches. Il faisait froid, mais j'avais chaud. Dans l'une des chambres vides, il s'est arrêté devant une fenêtre. J'ai senti qu'il m'observait à travers son reflet. « Vous pensez souvent à fuir ?» a-t-il demandé. La question m'a surprise. Mais au fond, elle ne venait pas de nulle part. Pas fuir, ai-je dit. Disparaître, peut-être. Être ailleurs. Être une autre. Il a gardé le silence. Je crois que c'est là que tout s'est scellé. Au bureau, les jours suivants ont été plus flous. Les frontières s'effaçaient doucement. Ce n'était toujours pas un flirt. C'était une implosion. Lente. Un glissement. Nos corps ne s'étaient pas touchés. Mais nos présences, elles, s'enlaçaient déjà. Julien, lui, devenait nerveux. Il posait des questions. Sur mes horaires, sur mes silences. Je répondais à côté. Ce n'était pas de la culpabilité que je ressentais. C'était pire de l'indifférence. Ou peut-être une autre forme d'absence. Et dans cette absence, Marc devenait un point fixe. Un midi, alors que j'étais seul dans l'open space, il est passé près de moi. Il s'est arrêté. Il a regardé les plans étalés sur mon écran. Et il a murmuré, presque imperceptiblement, « Vous êtes en train de vous perdre, ou de vous retrouver ?» J'ai levé les yeux. Il ne souriait pas. Il ne cherchait pas à séduire. Il cherchait à voir, à me traverser. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas la force. Il est parti sans attendre de réponse. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, abonnez-vous à la chaîne. Laissez un like et activez la cloche pour ne pas manquer les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez jusqu'ici. Ce soir-là, je suis rentré à pied. Il pleuvait légèrement. J'ai marché sans parapluie, comme si l'eau pouvait effacer ce que je ressentais. Mais elle n'a fait que réveiller ma peau. Quand je suis entré chez moi, Julien m'attendait. Il m'a prise dans ses bras. Et pour la première fois, j'ai eu un sursaut, comme si mon corps refusait le contact. Comme s'il criait silencieusement, ce n'est pas lui. J'ai prétexté la fatigue. Je me suis enfermé dans la salle de bain. J'ai fixé mon reflet longtemps, trop longtemps. J'avais le regard d'une autre femme, d'une femme au bord. Je me suis glissé dans le lit sans un mot, et j'ai rêvé encore, de lui, toujours de lui. Mais dans ce rêve, je pleurais. Je ne savais plus si c'était de peur ou de désir. Partie 4. L'écho sous la pôle jour qui ont suivi ont été plus lents, comme si le temps, lui aussi, s'était mis à attendre quelque chose. Rien ne s'était passé, et pourtant, tout avait déjà changé. Au bureau, les regards avaient cessé d'être accidentels. Ils devenaient des rituels. Dame, point de passage. Obligé. Je savais quand il entrait dans une pièce. Je savais quand il sortait. Mon corps réagissait avant même ma pensée. Une crispation subtile, une chaleur aux tempes, une respiration que je retenais sans m'en rendre compte. J'aurais pu fuir, refuser les rendez-vous, demander à changer de projet, reprendre le contrôle. Mais je ne voulais pas. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une fin. Pas pour lui, pour moi, pour ce que j'étais en train de devenir, pour la violence douce qu'il réveillait, ce vertige entre la peur de tomber et l'envie de sauter. Un soir, nous sommes restés tard, encore une fois. Le bureau était presque vide. La pluie, toujours, inlassable. Une musique de fond qui semblait accompagner notre histoire.
Je travaillais sur un modèle 3D, les yeux fatigués, quand il s'est approché. Je l'ai senti avant de le voir. Il s'est penché au-dessus de mon épaule, silencieux, puis a murmuré « Ce que vous faites est trop précis. Vous cherchez la perfection. » J'ai haussé les épaules, nerveuse. Non. Je crois que j'essaie d'éviter le flou. Il a souri. Mais c'était un sourire triste. Le flou est inévitable. Parfois, c'est là que tout commence. Je me suis tournée vers lui. Nos visages étaient à quelques centimètres. Il aurait suffi d'un rien, un geste, une inclinaison, un souffle. Mais il s'est redressé. Il a reculé. Et je l'ai détesté, à cet instant précis, pour son contrôle. Ou peut-être pour le mien. Le lendemain, j'ai fait quelque chose de stupide. J'ai fouillé. J'ai tapé son nom sur Google. LinkedIn, forum d'architecture, mention dans des congrès. Rien de vraiment intime, rien d'éclairant. Mais dans cette recherche, j'ai compris autre chose, je voulais savoir qui il était. Parce que je ne voulais plus me contenter de ce que je ressentais. Je voulais du concret, une encre, une preuve. Et pourtant, chaque information me laissait plus vide. Alors j'ai arrêté. Le surlendemain, il m'a surprise. Pas dans ses gestes, mais dans son absence. Il n'était pas là le matin, ni l'après-midi. Personne ne semblait savoir où il était. L'absence, soudain, est devenue plus bruyante que sa présence. J'étais nerveuse, irritable. Mon regard allait vers sa chaise vide, encore et encore, comme si mon corps refusait d'accepter ce vide, comme s'il criait intérieurement « Ramène-le ». Il est revenu le lendemain, et il a tout vu dans mes yeux. Il ne m'a pas salué, il ne m'a pas souri, il a juste croisé mon regard, et j'ai baissé les yeux. Pour la première fois, il m'avait percé. Cette nuit-là, j'ai reçu un message, pas un texto, un mail, sec, professionnel, presque froid. Élise, demain matin, repérage technique sur le chantier. 8 heures. Vous venez? Monsieur. Rien de personnel. Mais je l'ai relu 10 fois. J'ai analysé chaque mot, chaque espace. Ce vous venez? Ce n'était pas une demande. C'était une provocation. J'ai répondu « Je serai là » et j'ai effacé ma réponse 3 fois avant de l'envoyer. Le matin suivant, je me suis préparée lentement. J'ai choisi mes vêtements avec une minutie ridicule. Pas sexy, pas provoquant, mais quelque chose qui disait « Je suis là, et je sais que tu me vois ». Nous avons roulé en silence. Cette fois, il conduisait. L'intérieur de la voiture sentait le cuir et le café. Il n'a presque rien dit, sauf pour parler du chantier. Mais sa voix avait changé. Elle était plus basse, plus lente, chargée. Il m'a volé un regard au feu rouge, et j'ai senti quelque chose craquer en moi, comme une barrière intérieure qui tombait sans bruit. Sur le site, il m'a laissé ouvrir la marche. Il me suivait, toujours à une distance presque exacte, ni trop près, ni trop loin. À l'étage, nous sommes entrés dans une ancienne salle de bain, inondée de lumière grise. Je me suis tournée vers lui. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour enfin affronter ce que je sentais. Et il s'est approché, pas brusquement, lentement, comme quelqu'un qui connaît parfaitement la tension qu'il crée. Il s'est arrêté à quelques centimètres, son regard dans le mien. Pas un mot. Et je me suis dit, s'il me touche, je tombe. Si je le touche, je me perds. Mais personne n'a bougé. Et pourtant, ce fut le moment le plus physique que j'ai jamais vécu. Partie 5. Ce que le corps gardait, il y a des instants si puissants qu'on ne peut plus revenir en arrière, même si rien ne s'est passé. Ce moment, dans cette pièce baignée d'une lumière pâle, entre Marc et moi. Je savais que j'y reviendrais encore et encore, mentalement, corporellement. Il n'avait pas bougé, et moi non plus. Mais en sortant de cette pièce, ce n'était plus la même femme qui descendait les escaliers. C'était une femme coupée en deux, celle que les autres voyaient et celle qui brûlait en silence. Ce soir-là, je n'ai pas parlé à Julien. Il m'a demandé comment s'était passée ma journée. J'ai dit comme d'habitude. Et c'était vrai. Parce que cette nouvelle habitude, c'était l'attente, l'obsession contenue, les silences lourds, le manque sans nom. Je dormais mal. Je rêvais de lui sans rêve, seulement de sa voix, de son odeur, de sa présence comme un manteau sur mes épaules, invisible mais pesant. Je pensais devenir folle, mais ce n'était pas de la folie, c'était de la lucidité aiguë.
Quelques jours plus tard, une soirée d'équipe était organisée. Rien d'extraordinaire, une sorte de cocktail d'agence dans une galerie d'art partenaire. La plupart des collègues s'y rendaient à reculons. Moi aussi. Jusqu'à ce que je sache qu'il y serait. J'ai passé 1 heure à choisir une robe. Pas trop habillée, pas trop sobre. Juste ce qu'il fallait pour qu'il sente que j'avais pensé à lui sans jamais le dire. Quand je suis arrivée, il était déjà là, en costume sombre, détendu, mais avec cette tension invisible, comme si tout en lui contenait une énergie qu'il refusait de libérer. Il m'a vu, et il s'est approché. Pas de salutation évidente. Il m'a simplement tendu une coupe de champagne. Et il a dit « Vous êtes venu ». Je n'ai rien répondu. J'ai bu une gorgée. Son regard ne m'a pas quitté. Autour de nous, les conversations continuaient, banales, bruyantes, vivantes. Mais entre nous, il n'y avait que du silence. Et un frémissement dans l'air, presque électrique. Il a regardé une œuvre abstraite devant nous. Ce tableau me fait penser à vous, a-t-il dit calmement. Je l'ai observé. Il n'y avait aucune trace de drague dans ses mots. C'était plus déroutant que ça, comme s'il disait une vérité simple, brutale, presque dangereuse. Pourquoi? Ai-je murmuré. Il a tourné lentement la tête vers moi. Parce qu'il ne dit rien. Et pourtant, on ne voit que lui. Je crois que j'ai cessé de respirer. Plus tard dans la soirée, il s'est éclipsé. Pas un adieu. Pas un regard, disparu dans la foule. Et moi, comme une idiote, je suis restée là, le verre vide, les mains moites, la poitrine tendue. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un message. Vous êtes magnifique. Mais ce n'est pas ça, le problème. Aucune signature. Inutile. Je l'ai lu 20 fois. Je n'ai pas su s'il s'agissait d'un reproche, d'un adieu ou d'un commencement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il m'a évité. Délibérément. Il passait derrière moi sans me regarder, répondait à mes mails, de manière concise, et j'ai senti une colère sourde monter en moi, comme une frustration d'enfant, irrationnelle, incontrôlable. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une lutte, une guerre douce, où personne ne voulait attaquer, mais où les armes étaient prêtes. Ce midi-là, je l'ai confronté, pas frontalement. Mais j'ai attendu qu'il sorte du bureau. Je l'ai suivi, dans les escaliers, jusqu'au parking. Vous fuyez, ai-je dit, presque sans voix. Il s'est arrêté. Il s'est tourné vers moi. Son regard était plus dur, mais sous la dureté, il y avait quelque chose d'autre. De la peur, peut-être, ou du désir trop longtemps contenu. Ce n'est pas moi qui devrais fuir, Élise. Et il est parti. Le soir, chez moi, j'ai tremblé. Ce n'était plus du désir, c'était de la fièvre, une sorte de crise intérieure, comme si mon corps, mon cœur, ma peau, tout hurlait pour un geste qui n'arrivait jamais. J'ai compris ce soir-là qu'il ne s'agissait pas de le séduire, mais de me libérer, et que, pour cela, je devrais aller plus loin. Partie 6, là. Brûlure invisible 4. C'est étrange comme certaines décisions se prennent sans qu'on les formule, sans qu'on les pense même. Comme si le corps, un jour, décidait de ne plus attendre l'accord de la raison. Ce matin-là, je me suis levée avec une clarté nouvelle, froidement calme, résolue. Je n'avais pas de plan, pas d'intention affichée, mais tout en moi disait ça suffit, assez des silences, assez des demi-mots, assez de me consumer à distance. Il était au bureau à son heure habituelle, posé, silencieux. Toujours cette précision chirurgicale dans ses gestes, cette retenue parfaite. Je suis passé près de lui, délibérément, sans détourner les yeux, et pour la première fois, il a flanché. Son regard s'est accroché. Une seconde de trop, je savais. Je n'ai pas attendu le hasard cette fois. J'ai provoqué le prochain moment. Le soir, j'ai quitté le bureau à l'heure. J'ai attendu dans la rue d'en face. Il est sorti, seul. Il ne m'a pas vu tout de suite. Puis il a levé les yeux, et il s'est arrêté. Je ne souriais pas, je ne bougeais pas, je le regardais simplement, longtemps, intensément. Il a traversé lentement. Arrivé à ma hauteur, il s'est figé. Qu'est-ce que tu fais? A-t-il demandé. Pas vous, tu. Un glissement. J'attends, ai-je répondu. Il a respiré profondément. J'ai vu sa mâchoire se tendre. Son corps se contractait, comme s'il luttait contre quelque chose de plus fort que lui. Ce n'est pas une bonne idée.
Je sais. Silence. Tu vas où? Ai-je ajouté. Marcher. Alors je viens. On a marché. Longtemps. Sans destination. Les rues étaient calmes, les lumières dorées des réverbères dessinaient nos ombres allongées sur les trottoirs. Il gardait les mains dans les poches, les épaules raides. Moi, je sentais mon cœur battre jusque dans ma gorge. Il s'est arrêté devant un vieux café fermé. Il a regardé la devanture longtemps, comme s'il lisait quelque chose dans la poussière du verre. Tu penses que c'est réel? A-t-il dit. Je n'ai pas compris. Ce que tu ressens. J'ai attendu une seconde. Je ne sais pas. Mais je sais que je ne peux plus faire semblant. Il s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient plus clairs que d'habitude. Ou peut-être était-ce moi qui voyais mieux. Moi non plus. Il ne m'a pas touché. Mais ce qu'il a fait ensuite était pire. Il s'est approché, tout près, et il a murmuré quelque chose si bas que je n'ai pas pu l'entendre. Mais, il l'a murmuré à quelques centimètres de ma bouche, et j'ai senti son souffle sur mes lèvres. Pas un baiser, une absence de baiser, et cette absence m'a brûlé plus qu'un contact. Il s'est écarté sans explication. Il a reculé, lentement, puis il est parti dans l'autre direction, sans se retourner, et j'ai senti les larmes monter. Pas de tristesse, pas de rejet, mais de trop-plein. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'une pièce blanche, vide. Il était là, au milieu. Moi aussi. Mais chaque fois que je faisais un pas, il s'éloignait. Sans fin. Je me réveillais en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'au salon, et je suis resté là, debout, les bras croisés, les yeux dans le vide. Il ne s'agissait plus d'une aventure, ni d'un désir interdit. C'était devenu un miroir. Il me montrait ce que je refusais de voir, et je savais que tôt ou tard, je devrais choisir, non pas entre lui et Julien, mais entre celle que j'étais et celle que j'étais en train de devenir. Partie 7. Ce que les murs retiennent en certains jours, tout paraît normal. Les gestes sont les mêmes, les voix, les horaires, les visages. Mais sous la surface, quelque chose a changé, comme une ligne de faille qui attend sa escousse. C'était un de ces jours-là. Marc était revenu au bureau, calme, distant, trop distant. Et moi, je faisais semblant aussi. Je parlais à mes collègues. Je riais même, parfois. Mais mon corps entier était ailleurs. Nous étions deux à faire semblant. Et cela rendait chaque geste plus lourd, chaque silence plus chargé. Vers 16 heures, il m'a envoyé un message, pas sur la messagerie professionnelle, sur mon téléphone personnel. Le premier. Tu peux venir voir le local technique. J'ai besoin d'un deuxième avis. Aucun emoji. Aucun ton. J'ai mis exactement 8 secondes à répondre « J'arrive ». Le local technique était dans l'aile arrière, rarement utilisé. Isolé. Les lumières y étaient plus froides, les murs plus nus. On y entendait chaque pas, chaque respiration. Quand je suis arrivé, il était déjà là, penché sur une armoire électrique. Il ne s'est pas retourné. Je me suis approché, lentement. Il ne bougeait pas. Et j'ai compris qu'il m'attendait depuis plus longtemps que le message ne le disait. Il a parlé sans me regarder, il y a une tension dans l'air, tu ne trouves pas? Je suis restée silencieuse. Alors il s'est tourné vers moi. Et son regard a planté le mien. Ce qu'on fait, ce n'est pas rien. Je sais, et je dis. Ce n'est pas du jeu. Je n'ai jamais joué. Il a fait un pas, puis un autre, jusqu'à ce que je sente son souffle sur ma peau encore. Ce souffle qui me connaissait mieux que mes propres pensées. Tu sais que si je t'embrasse maintenant, il n'y aura pas de retour possible. J'ai fermé les yeux. Une seconde. Pas pour fuir, pour accueillir. Puis j'ai murmuré, alors ne m'embrasse pas. Mais reste là. Il est resté. Longtemps. Et c'était pire qu'un baiser. Le soir, j'ai marché longtemps. Sans direction. Comme si mon corps devait absorber cette tension, cette brûlure. J'avais l'impression de flotter entre deux mondes. L'un où j'étais fiancée, sage, rationnelle. L'autre, plus souterrain, où chaque minute avec Marc me rapprochait d'un précipice que je ne voulais plus éviter. Julien m'attendait encore, toujours si patient, si attentif. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui. Il m'a embrassé sur le front. J'ai souri, mais à l'intérieur, c'était le désert, sec, vaste, irréversible. Les jours suivants furent un jeu d'ombre.
Marc et moi ne nous parlions presque plus. Mais nous savions. Tout était là, dans nos mouvements, dans la façon dont nous choisissions nos mots, nos silences. Nous étions devenus les auteurs d'un roman invisible que personne autour de nous ne lisait. Un matin, il m'a glissé un plan plié sur mon bureau. À l'intérieur, une note griffonnée à la main, 14h15. Salle archive. Ne dis rien. Mon cœur s'est accéléré. Je n'ai rien dit. À 14h15, j'ai quitté mon poste. D'un pas calme, contrôlé. Mais à l'intérieur, j'étais une tempête. La salle d'archives était un lieu neutre, froid, loin des regards. Il était là, adossé à une étagère métallique. Merci d'être venu. Tu le savais. Oui. Il m'a regardé longuement. Je ne vais pas te toucher. Pourquoi? Parce que si je le fais, tu ne rentreras plus jamais entière chez toi. Ces mots m'ont traversé comme une lame douce. Et j'ai compris qu'il avait raison. Il est sorti le premier. Moi, quelques secondes plus tard. Personne ne nous avait vus, mais tout en moi était marqué. Partie 8. Ce qu'on abandonne sans bruit, ce qui me hantait, ce n'était pas ce qu'il me faisait ressentir. C'était ce que ça révélait de moi. Une version enfouie, contenue depuis des années. Une femme plus sauvage, plus instable, plus dangereuse. Je ne reconnaissais plus mon propre regard dans le miroir. Et en même temps, je ne m'étais jamais senti aussi réel. Julien, lui, persistait, à m'aimer, à me croire, à m'attendre. Il sentait que quelque chose changeait, mais il refusait d'admettre qu'il ne tenait plus les rênes. Un soir, il a essayé de me surprendre au travail. Il est passé m'attendre devant l'agence, avec des fleurs, un dîner réservé. J'ai souri, j'ai dit merci, j'ai joué, mais mon corps a reculé, presque imperceptiblement, quand il m'a touché le bras, et je l'ai vu le sentir. Dans ses yeux, une lueur de doute, de tristesse, puis immédiatement étouffée. Nous avons dîné dans un restaurant élégant, bruyant, avec des bougies trop lisses et des rires trop forts. J'étais là, mais ailleurs. Je m'observais jouer mon rôle, répondre, acquiescer, rire au bon moment. Et pourtant, chaque mot que je prononçais me semblait creux. J'ai regardé l'heure plusieurs fois, pas parce que j'étais pressée de partir, parce que je savais que Marc était encore au bureau, seul, en train de travailler tard, comme toujours, et j'avais envie de le rejoindre, de m'asseoir en silence près de lui, de le regarder respirer. Je suis rentrée avec Julien. Il m'a embrassée, doucement, avec cette tendresse propre à ceux qui aiment sans soupçonner l'abîme. Je me suis laissée faire, je lui ai souri, et j'ai pleuré en silence, plus tard, dans la salle de bain. Le lendemain, je n'ai pas cherché Marc, et lui non plus. Mais le silence entre nous était devenu une entité à part entière. Une troisième présence, toujours là, toujours tendue, toujours sur le point d'exploser. Je sentais que quelque chose approchait. Pas un geste, pas un aveu, une faille, un moment d'irréversibilité. Et il est arrivé, dans la salle de réunion. Mercredi, 11h24. Nous étions 5 autour de la table. Chacun avec son ordinateur, ses notes, ses préoccupations. Lui en bout de table, moi sur le côté. Une conversation banale sur les délais du chantier. Et soudain, je l'ai senti. Un regard, fort, long, chargé. J'ai levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Longtemps, bien trop longtemps. Et dans ce regard, tout y était. Le manque, le besoin, la colère, le désir, la fatigue, l'aveu, tout, sauf le mensonge. J'ai cligné des yeux, et j'ai vu sa mâchoire se tendre. Il a fermé son ordinateur, doucement, trop doucement. Puis il s'est levé. Je dois sortir, a-t-il dit. Continuez sans moi. Et il est parti. Personne n'a rien dit. Mais moi, j'ai compris. Il venait de poser une limite, ou de s'en affranchir. Je ne l'ai pas revu de la journée. Il n'est pas revenu. Et cette absence m'a coupé en deux. Littéralement. J'étais incapable de me concentrer, d'écouter, de répondre. J'étais une enveloppe vide. Il m'avait laissé suspendue. Et j'ai compris que c'était volontaire. Le soir, j'ai envoyé un message. Court. Où es-tu? Pas de réponse. 3 heures plus tard, un mot. Je t'évite. Je suis resté figé, le téléphone dans les mains, l'estomac noué. Et dans cette douleur sèche, une certitude est née. Il me désirait autant que je le désirais, mais il essayait.
encore de sauver ce qu'il restait de lui. Moi, j'avais déjà tout laissé tomber. Partie 9. Le point de bascule. Je ne savais plus combien de temps s'était écoulé depuis notre dernière vraie conversation. Quelques jours, peut-être. Mais dans mon corps, cela ressemblait à une éternité. Marc n'avait plus cherché à me voir. Il m'évitait comme on évite une blessure mal fermée. Et moi, je faisais semblant d'avancer. Mais chaque silence de sa part me coupait un peu plus. Chaque absence était une écharde. Je fonctionnais. C'est tout. Je travaillais. Je mangeais. Je dormais mal. Et je me vidais. Julien, lui, s'accrochait. Il me proposait des choses simples. Un week-end. Une promenade. Un film. Je disais oui. Toujours. Par réflexe. Par peur de l'effondrement. Mais chaque fois qu'il posait sa main sur la mienne, je fermais les yeux. Pas de plaisir. Pas de rejet. Juste. Rien. Je devenais absente même à moi-même. Puis, un jeudi matin, alors que je pensais qu'il ne me parlerait plus jamais autrement que par mail, Marc m'a croisé dans le couloir. Il s'est arrêté et m'a dit simplement: Tu veux marcher un peu ce soir? Juste marcher. Il n'y avait rien d'équivoque dans sa voix. Mais ses yeux tremblaient. J'ai hoché la tête. Et pendant toute la journée, je n'ai pensé qu'à ça. Nous nous sommes retrouvés à la sortie. Il m'attendait à quelques mètres de l'agence, appuyé contre un muret, l'air calme. Mais ses doigts trahissaient une tension sous-jacente. Nous avons marché en silence. Aucun plan. Juste ce besoin partagé d'être à l'extérieur, de déplacer le trop-plein ailleurs. La ville était lumineuse, mais l'air portait une fraîcheur d'hiver qui arrive trop tôt. Tu n'as rien dit, depuis l'autre jour, ai-je fini par souffler. Il a marché encore un peu. Puis, j'ai eu peur. De moi, de nous. Je me suis arrêtée. Il a fait de même. Il y a un nous, il a baissé les yeux. Puis a dit, il y a quelque chose que je n'arrive pas à désirer ailleurs, même quand j'essaie. Et cette phrase m'a presque brisée, parce qu'elle était exactement ce que je ressentais. Nous nous sommes assis sur un banc. Pas trop près. Pas encore. Je n'ai jamais été ce genre d'homme, a-t-il dit. Celui qui trouble une femme fiancée. Celui qui attend qu'elle se perde. Et moi, je n'ai jamais été ce genre de femme. Mais pourtant, il a tourné lentement la tête vers moi. Pourtant, j'ai mis du temps à répondre. Pourtant, je suis déjà perdue. Il a fermé les yeux, un court instant. Puis il s'est redressé, comme pour reprendre une distance qu'il avait lui-même brisée. Tu n'es pas obligé de tout perdre pour venir vers moi. J'ai souri, un sourire triste. Je n'ai rien à perdre, sauf les mensonges. Nous avons marché encore, longtemps, jusqu'à ce que la ville devienne silencieuse. Quand nous nous sommes dit au revoir, ce n'était pas une rupture, c'était une promesse. Non, dite, mais là, entre nos mains qui ne s'étaient toujours pas touchées. De retour chez moi, j'ai regardé Julien dormir. Il respirait calmement, comme un homme tranquille dans une maison qui brûle sans bruit. Je me suis assise au bord du lit, et j'ai pensé, je suis une étrangère dans ma propre vie. Partie 10, le silence après l'impact chez Weekend là. Je suis partie, pas loin, juste assez pour m'éloigner du bureau, de Julien, de tout ce qui m'empêchait d'entendre ce que mon corps et mon esprit essayaient de me dire depuis des semaines. J'ai pris une chambre dans une vieille maison d'hôte, au bord d'un lac gris. Le genre d'endroit où l'on entend battre son cœur à travers les murs. Je n'ai rien emporté d'important, pas de maquillage, pas de bijoux, pas même mon ordinateur, juste moi, enfin seul. J'ai dormi pendant 12 heures, j'ai marché, pieds nus dans l'herbe mouillée, j'ai laissé mon téléphone éteint, je voulais voir ce qu'il restait quand on coupe le bruit, et ce qu'il restait, c'était lui. Je me suis assise au bord du lac, le dimanche matin, le ciel était bas, le vent léger. J'ai fermé les yeux, et il était là. Son regard, sa voix, son souffle derrière ma nuque. Ce n'était pas une hallucination, c'était une évidence. Il faisait désormais partie de moi, pas comme un amant, comme une fracture, une ouverture, une blessure qui parle. Et alors, pour la première fois, j'ai pleuré, pas de tristesse, de soulagement, parce que je savais, je ne pouvais plus revenir. Le lundi, quand je suis rentrée à Lyon, je me suis sentie différente, plus légère, mais aussi plus exposée. J'avais pris une décision, pas encore une action, mais une ligne s'était tracée à l'intérieur.
Julien l'a senti immédiatement. Il n'a rien dit. Il m'a regardé longtemps, comme s'il cherchait à lire quelque chose sur mon visage. Mais ce n'était pas écrit là. C'était écrit ailleurs. Le bureau était calme ce matin-là. Trop calme. J'ai croisé Marc dans le couloir. Nos regards se sont croisés. Et cette fois, il n'a pas détourné les yeux. Il s'est approché. Pas un mot. Et soudain, dans cette proximité feutrée, dans cet espace entre nous où tout se suspendait, il a murmuré « Tu es parti ». Oui. Et maintenant? Je l'ai regardé. Et j'ai dit maintenant, je ne fuis plus. Nous sommes restés là, debout, dans ce couloir impersonnel, comme deux inconnus qui se retrouvent après une guerre secrète. Il n'y avait plus rien à ajouter, plus besoin. Lui et moi savions que la prochaine fois, il y aurait plus de lignes à ne pas franchir. Elle avait disparu. Ce soir-là, je n'ai pas dormi chez moi. Je n'ai pas envoyé de message. Je suis sorti marcher, sans but. Et vers 22h37, j'ai reçu un texto de lui. Je suis chez moi. Si tu viens, je ne t'arrêterai pas. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas pris le taxi. Je n'ai pas hésité. Je suis parti à pied. Partie 11, le seuil invisible, je me souviens du son de mes pas sur l'asphalte, de la fraîcheur dans l'air, de la lumière dorée des réverbères qui dessinaient mon ombre sur les trottoirs. Je ne me souviens pas de la peur. J'étais calme, profondément, tragiquement, comme une condamnée volontaire. L'immeuble de Marc était ancien, silencieux. Un long escalier, des murs en pierre, une odeur de livres et de cire. Je suis monté sans me retourner. Mon cœur battait, mais doucement, comme s'il savait déjà. Il a ouvert la porte avant que je ne frappe. Il ne m'a pas souri. Il ne m'a pas parlé. Il s'est simplement écarté pour me laisser entrer. J'ai franchi le seuil. Et dans ce geste, j'ai laissé une partie de ma vie dehors. L'appartement était sombre, sobre. Un canapé, des livres, des objets silencieux. Rien de décoratif. Tout avait une fonction. Il m'a regardé, longtemps, comme s'il enregistrait chaque détail de moi au cas où il devrait tout effacer après. Je ne me suis pas assise. Il ne m'a pas proposé de m'asseoir. Nous sommes restés debout. Lui, à 1 mètre. Moi, plus près qu'il ne l'aurait voulu. Tu es sûr? A-t-il dit enfin, d'une voix grave, basse, fatiguée. Non, ai-je répondu. Et pourtant, je suis resté. Il s'est approché lentement, très lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. Et quand il a été suffisamment proche, il a tendu la main, pas pour me toucher, pour me demander la permission. Je n'ai pas bougé, mais je l'ai regardé dans les yeux, et il a compris. Ce qu'il s'est passé ensuite ne regarde personne. Il n'y a rien à raconter, rien de concret, seulement. Ceci, je me suis sentie vue, traversée, défaite, pas conquise, pas possédée, abandonnée, mais avec mon consentement total, comme si j'étais tombée dans moi-même. Il ne m'a pas gardée, il ne m'a pas retenue. Je suis repartie tard, seule, dans la nuit. Il ne m'a pas dit au revoir. Je n'en avais pas besoin. J'ai marché sans pleurer, sans trembler. J'étais vide. Et dans ce vide, pour la première fois, une forme de paix. Quand je suis rentrée, Julien dormait. Le salon était plongé dans le silence. Je suis restée debout, dans l'encadrement de la porte. Je savais que le mensonge n'était plus possible. Mais je ne savais pas encore quelle vérité j'étais capable d'assumer. Partie 12. Ce que l'on détruit sans violence n'est pas parler. Pendant 3 jours, j'ai fonctionné. Je me levais. Je travaillais. Je répondais. Je mangeais peu. Je rentrais. Julien sentait tout. Et il ne disait rien. Ce silence était une forme de lucidité, comme s'il comprenait que quelque chose était terminé. Pas dans les mots, pas dans les gestes, mais dans l'air entre nous. Les regards évités, les gestes mécaniques, l'absence même quand j'étais là. Je crois qu'il avait cessé de m'attendre. Marc, lui, ne m'a pas écrit, pas un mot. Et c'était logique. Nous avions dépassé la ligne. Il n'y avait plus rien à suggérer, plus rien à imaginer. Nous étions dans l'après. Cet espace étrange où les choses vraies n'ont plus besoin d'être répétées. Mais ce silence, chez lui, était différent. Ce n'était pas de l'oubli, c'était du respect, ou peut-être de la protection. Et je l'ai aimé encore, plus pour ça. Le vendredi matin, Julien m'a tendu une tasse de café, comme tous les jours. Il m'a regardé droit dans les yeux.
Et il a dit, simplement je sais. Je n'ai pas baissé les yeux. Je n'ai pas fui. J'ai juste murmuré. Je suis désolé. Il a souri. Pas un sourire joyeux. Un sourire blessé, calme, résigné. Je crois que je le savais depuis longtemps. Je n'ai juste pas voulu voir. Puis il a ajouté, ce n'est pas lui. C'est toi. Tu n'es plus là. Et il avait raison. Je n'étais plus là. Je n'étais plus ici. Je n'étais plus à lui. Ce week-end-là, j'ai dormi dans le salon. Il ne m'a pas demandé pourquoi. Il m'a juste dit quand tu seras prête à parler, je serai là. Ou pas. Mais je ne t'en voudrais pas. Et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis des semaines. Pas à cause de Marc. À cause de ce que je devenais. Le lundi, j'ai repris le travail. Marc était là. Normal. Irréprochable. Aucun signe extérieur de changement. Mais nos regards, eux, avaient changé. Ils étaient devenus paisibles. Nous n'étions plus en tension. Nous étions dans l'après. L'espace entre deux réalités. À 11 heures, il m'a envoyé un mail. Tu veux marcher un peu à midi? Juste marcher. Encore. J'ai répondu oui. Et à midi, nous avons marché. Comme deux collègues. Comme deux étrangers. Comme deux complices. Rien ne transpirait à l'extérieur. Mais chaque pas disait, je te comprends. Il ne m'a pas touché. Je ne l'ai pas cherché. Mais au fond, c'était la première fois que je marchais sans honte. Et sans peur. Partie 13. Les traces qu'on gardait. On croit parfois que l'histoire s'arrête quand le feu s'éteint, quand le corps s'apaise, quand le geste a eu lieu. Mais ce n'est pas vrai. L'histoire commence après, dans le vide, dans la reconstruction, dans ce qu'il faut réapprendre à aimer, ou à laisser mourir. Marc et moi avons continué à nous croiser, calmes, discrets, irréprochables, plus de tension, plus de gestes qui frôlent, plus de regards qui brûlent, seulement un silence propre, un lien nettoyé par l'intensité, comme si nous avions atteint un point de clarté où rien ne nécessitait d'être prolongé. Mais ce calme n'était pas du vide, c'était de la gratitude, et aussi une fatigue douce, comme après une tempête. Julien avait quitté l'appartement, sans cri, sans explication. Il avait simplement posé les clés sur la table et laissé un mot. Il faut parfois partir pour ne pas se perdre. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas cherché à le retenir, parce que je savais que je l'avais déjà perdu depuis longtemps, et que lui aussi m'avait déjà laissé partir. Je suis resté seul dans cet espace désormais trop grand, trop silencieux, trop plein de souvenirs que je n'avais pas envie d'effacer, mais que je ne pouvais plus habiter. Je dormais peu, je mangeais moins, mais je ne souffrais pas. J'étais dans une sorte de transe, une lente traversée de moi-même. Un vendredi, en fin de journée, Marc est passé devant mon bureau. Il s'est arrêté, il m'a regardé longtemps, puis il a dit « Je pars ». Je l'ai fixé. Où? Pas loin. Une autre mission. 3 mois, peut-être plus. J'ai hoché la tête. Je sentais que je devais dire quelque chose, mais rien ne sortait. Il a approché lentement la main vers la table, a touché le coin d'un dossier, puis a relevé les yeux vers moi. Tu vas t'en sortir. Comment tu le sais? Parce que tu ne joues plus. Et il avait raison. Je n'étais plus dans le trouble. J'étais dans l'après, dans cette forme de calme qui ressemble à un désert, mais qui prépare une terre neuve. Nous ne nous sommes pas dit au revoir. Pas vraiment. Il est parti comme il est arrivé, en silence. Mais cette fois, il ne laissait pas une absence. Il laissait un passage. Les semaines suivantes, j'ai réappris à vivre seul, à cuisiner pour une, à dormir sans geste familier autour de moi. J'ai supprimé des photos. Je n'ai pas bloqué Julien. Je ne l'ai pas recontacté. Non plus. Je lui ai laissé l'espace qu'il m'avait offert, et je me suis offert celui qu'il m'avait pris sans le vouloir. Quant à Marc, je n'ai pas cherché à savoir où il était, ni avec qui, parce que ce qu'il m'avait donné, ce n'était pas une histoire, c'était un miroir. Et parfois, regarder ce miroir est plus important que le garder. Partie 14. Ce qui reste quand tout s'efface. Le printemps est revenu sans prévenir. Un matin, en ouvrant les fenêtres, j'ai senti l'air changer. Il n'était plus froid, plus sec. Il portait une promesse différente, plus douce, moins tranchante. Je ne pensais plus à Marc chaque jour, pas comme avant. Il n'était plus une douleur, il était une présence douce, diffuse, comme une cicatrice.
bien fermés qu'on caresse du doigt, non pas pour se souvenir, mais pour se rappeler qu'on a guéri. Je ne pensais pas à Julien non plus, pas avec colère, pas avec regret. Je pensais à moi, et c'était nouveau. Je travaillais toujours, dans le même cabinet, les mêmes couloirs, les mêmes visages, mais j'avais changé de bureau. Changement mineur, presque administratif, et pourtant symbolique. J'avais bougé, lentement, sans éclat, mais profondément. Un jour, en fin d'après-midi, j'ai reçu un message. Je suis rentré. Je voulais que tu le saches. Rien d'autre. Monsieur, je l'ai lu 3 fois. Pas de frisson, pas d'alerte. Seulement un léger souffle. Il ne demandait rien. Il ne proposait rien. Il disait je suis encore quelque part. Et cela suffisait. Je n'ai pas répondu. Pas par rejet, mais parce qu'il n'y avait rien à ajouter. Le soir, je me suis servi un verre de vin. J'ai mis de la musique. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai dansé. Seul, pieds nus, sans personne pour me regarder, pas pour séduire, pas pour fuir, juste, pour moi. Et j'ai souri, pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais libre. Marc m'a envoyé un autre message, 2 semaines plus tard. Une simple photo, un carnet de croquis posé sur une table avec une tasse de café à moitié vide. Aucune légende, mais je reconnaissais l'endroit. Un petit bar en bord de Saône, presque toujours vide en semaine. Je suis resté longtemps à regarder cette photo, puis je l'ai enregistrée, et je l'ai refermée, sans aller le rejoindre, parce que parfois on peut aimer quelqu'un, et choisir de ne pas y retourner, parce que l'histoire est complète, même sans épilogue. Partie 15. L'élégance du vide. Il y a un moment où l'on cesse de regarder en arrière, pas par indifférence, mais parce qu'on ne le peut plus. Ce n'est pas un choix, c'est un glissement, une mue silencieuse. Un jour, tu réalises que tu ne regardes plus la porte qu'il a fermée, tu regardes la fenêtre que tu viens d'ouvrir. J'ai quitté le cabinet 3 mois plus tard, pas pour fuir, pas pour tourner une page, juste parce que c'était le bon moment. Un autre projet, une autre ville, pas loin, juste assez pour respirer autrement. Je n'ai pas dit au revoir à tout le monde, juste à ceux qui savaient voir sans poser de questions. Je suis partie légère. Je n'ai pas revu Marc. Il n'a pas insisté. Il savait. Moi aussi. Ce que nous avions vécu n'avait jamais été conçu pour durer. C'était une faille, une collision, une vérité qui explose une fois et ne peut pas être répétée. Ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une histoire de vérité. Et les vérités n'ont pas besoin d'être entretenues. Elles existent, puis elles s'enfouissent. Dans la peau, dans les os, dans les silences qu'on apprend à respecter. Aujourd'hui, je vis autrement, pas mieux, pas pire, mais avec une forme de clarté que je n'avais jamais eue avant. Je choisis plus lentement, je m'écoute plus souvent, je n'attends plus d'être vu pour me sentir exister. Et parfois, la nuit, je repense à ce regard dans l'ascenseur. Ce premier regard, je me dis que tout a commencé là, mais au fond, je sais que c'était déjà en moi bien avant lui. Marc n'a pas changé ma vie, il m'a ramené à moi-même. Et ça, c'était la seule chose que je n'avais jamais osé faire seule. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Si l'histoire vous a plu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite et partagez vos impressions en commentaire. Votre avis est très important pour nous.